etc. etc. C'est Bravo. pour essayer la coloratura, l'affination, parce que les cordes sont toutes neuves. Toute neuve, ouais. Alors c'est des cordes, d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle des cordes. Alors déjà, bonjour les amis, nous revoilà pour une session de plus autour des vidéos consacrées aux rencontres avec Jean-Michel Kerr ici présent. Et là, nous étions sur ce fameux charango qui est donc de fabrication paternelle. Voilà, c'est ton papa qui l'avait construit. Mon papa qui l'a fabriqué en 1973-14. Essaye de le faire. Attends, prends un peu plus. Bah, juste écoute, pour bien le faire voir, tu vois. Voilà c'est l'animal. Voilà, il est très très beau. Et ici, avec de la nacre. Et c'est un bloc, c'est un parallélépipède d'acajou complet qu'il a sculpté, puisqu'il était peintre et sculpteur et écrivain. Et là, il n'a pas écrit, il a écrit d'autres choses là-dessus. Là, la rosa, c'est magnifique, hein, vraiment. Et ici aussi, la nacre et tout, c'est beau. Voilà, et c'est le manche. Je vous fais voir tout est très beau sur cet instrument. Je vais voir le manche. Voilà. Et il l'a fait, donc il l'a fabriqué en 1974. Et c'est une merveille. C'est une merveille. Et c'est surtout une pièce unique. Ah oui. Et avec un son incroyable. Et aussi bien en rythme, là ça fait longtemps que je n'en ai pas joué en rythme, mais... Et voilà, c'est vraiment une... Il en a fait un autre avec une carapace de tatou que des amis de Guillermo lui avaient apporté, qu'il m'a donné. Bon, un énorme, ce qu'on appelle le machucambo. Voilà. Et tu as dû le voir jadis, c'est un charango et donc qui est accordé en la. Très très bien, avec un énorme tatou, effectivement. Qui est une merveille aussi. C'est pas parce que je ne fais pas de népotisme familial, mais c'est ça. Ce sont des instruments extraordinaires. Et un autre qui était entièrement un petit charanguito, enfin charango en la mineur. Et à l'époque où on jouait avec Jean-Pierre Lauré à l'église Saint-Roch, un jour, ce charango a été perdu avec un autre très beau charango que Jean, mon beau-frère, Jean Bessalel, m'avait offert, un charango, magnifique charango en si mineur. Et il a été perdu dans des conditions absolument délirantes, parce qu'il a été, je dirais que c'est plus une offre qu'une perte. Il a été offert, quand nous étions au passage d'Agordo, dans le 20e, que tu as bien connu, il a été offert à qui le voulait, au passant. Voilà. Et il a été récupéré. Grâce au préfet poubelle. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est une perte épouvantable, parce que c'est un charango exceptionnel. Peut-être peux-tu raconter comment ça s'est passé, cette histoire. Alors nous partions jouer et chanter la Missa Criolla à Saint-Roch, et Jean avait un mini-car d'une marque allemande qui était de couleur orangée, oui, et il était très joli. Moi j'étais très bien dans ce mini-car, et on faisait les tournées avec. Et donc on remplissait d'instruments et d'affaires le mini-car avant de partir. Et comme on était pressé, parce qu'il y avait peut-être des problèmes de circulation dans le passage d'Agorno, que tu connais, tout petit. Et donc, les charangos ont été déposés. Voilà. Alors, peu importe qui sur une poubelle, déposé, sur des poubelles. Voilà. Et on s'en est aperçu en arrivant. Ce qui fait que j'ai perdu ces deux charangos parmi les... Enfin, entre autres, le charango en la... Parce qu'en fait, il y a quelqu'un, on va dire, qui est passé devant les poubelles, qui a pris les deux charangos, qui est parti avec. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait une de nos amies qui dit à Ève, ma compagne, là, et qui dit, tiens, j'ai vu deux instruments, et elle n'a pas pensé à les récupérer. Voilà, et ils étaient bien sûr dans des boîtes, des étuis. Enfin, voilà, tout ça pour parler des charangos de Mario Kerr.
Enfin, celui-ci, puisqu'on a la chance de l'avoir là, quand même, je vois la facture, c'est magnifique. Hein, vraiment, faut le voir en vrai. Je sais pas si ça rend bien à l'image, mais en tout cas, ça brille. On voit les différences de bois, la couleur, la couleur des bois, parce qu'il y a plusieurs bois là. Et la nacre, c'est hallucinant. Il y a même des nacres de couleurs différentes. Et ça, c'était des nacres, c'était des boutons qu'il récupérait, c'était qu'il a retravaillé. Voilà. Parce que là, c'est vraiment travail d'orfèvre. Et de l'ivoire, bien sûr, de l'ivoire. Jamais il ne jetait l'ivoire, même s'il c'est formidable de ne plus utiliser d'ivoire. Oui, mais c'est pas la même époque. Mais c'était encore une fois, on trouvait de l'ivoire. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, j'ai connu des gens qui jetaient des claviers entiers de piano en ivoire, au lieu de les récupérer pour magnifier le matériau. Oui. Même l'animal qui est mort pour donner son ivoire. Absolument. Autant que ça sert, puisque c'est là. Ne plus en prendre, ok, mais jeter à la poubelle ce qui existe déjà, c'est terrible. C'est terrible. Donc, et puis là, il y a des bois qui ont plus de 100 ans, parce qu'il utilisait les bois de son père, de Edmond Maximilien Kerr. Donc, qui utilisait, dont il se servait pour faire ses violons. Il y a un truc qui est marrant, c'est que là, tu vois, j'ai la rosace, et j'ai le fond du Tcharango avec la lumière de la fenêtre ici, parce qu'on a un peu fermé le rideau, sinon il y a trop de lumière, on voit pas bien sur la vidéo. Et j'ai l'impression, en regardant, avec la lumière, qu'en fait c'est l'intérieur d'une carapace de tatou. Tu as raison. C'est assez bizarre, parce que ça m'a flashé d'un seul coup. Parce que de ce côté-là, c'est du bois, et à l'intérieur, on a l'impression que c'est du tatou. Alors que c'est impossible, évidemment. Mais c'est rigolo, la façon dont... Et il avait donc entièrement dégrossi ce... là, c'est carrément dans ce tenant. Pratiquement, oui. Il n'avait rajouté que ça. Voilà, on voit la limite, quelques centimètres. Magnifique. Tu veux pas nous jouer encore un petit quelque chose là, pour cette première vidéo de reprise? Je ne sais plus quoi jouer, moi, parce que j'ai plus l'habitude. L'improvisation. Et les cordes, c'est Jorge Milberg, bien sûr, qui m'avait... c'est du métal ou c'était du métal, et c'est un métal oxydable, parce que l'inoxydable casse. Et c'est lui qui m'avait recommandé ça. Il m'a fait découvrir plein de choses. Et entre autres, donc, l'usage de ce corde, ce qu'on appelle le fil harmonique, c'est pas le fil harmonique de Berlin, c'est le fil FIL harmonique, et qui était que lui achetait évidemment à la maison Weber, rue du Poitou à Paris. Les cordes pour clavecin. Qui existent toujours. C'était des cordes pour clavecin, absolument. Donc ce sont les cordes et lui faisait des mélanges que j'ai évidemment reproduits, mélange de nylon et métal. Alors, c'est vrai que pour des parties plus rapides, comme ça marche bien, mais ça marche bien surtout quand on a des doigts plus jeunes. L'écartement est quand même assez impressionnant. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est un instrument, je pense, qui est davantage, pas conçu pour, mais apte à jouer des morceaux lents. Par rapport à la sonorité, par rapport à la résonance. On l'a prêté à la musique baroque sans problème. Ah, mais complètement, c'est pour ça que moi je Bach, bien sûr. Tiens, je peux faire le début de Can't She Excuse, et j'espère qu'on m'excusera. Can't She Excuse My Wrong de John Doland. Et c'est un morceau que je jouais quand j'étais plus petit. Et je ne sais pas si les baroques, les aficionados du baroque vont me... Alors, on va s'arrêter là pour le premier, et on revient sur l'épisode suivant avec... D'accord, à bientôt. À tout de suite.